Bonjour à tous, moi je suis Maxime Porte, on va vous présenter un peu le sujet. Donc, je suis le externe de la société Elexia, je suis dirigeant de la société Check Your Business, SIP Group, et mon rôle est d'être l'animateur de ce webinaire aujourd'hui avec trois experts métiers que je vais laisser se présenter, Marine, Cassandre et Anne-Marie. Et je vais laisser la parole à Marine pour que tu puisses te présenter. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille chez Lexia en tant que chef de projet et ça fait une douzaine d'années que je travaille auprès des entreprises privées et publiques pour mener toute leur stratégie de transition immobilière et énergétique. Voilà, donc depuis 2 ans et demi sur les sujets chez Lexia et puis avant en France et au Canada avec plein d'entreprises de tout type. Bonjour à tous, Cassandra Roussel, donc je suis chargée d'affaires chez Elexia. Donc j'accompagne les personnes et entreprises qui nous contactent dans la recherche de solutions et également la définition de besoins pour que Elexia puisse accompagner les entreprises et mener à bien les projets. Et Anne-Marie Devé, donc je suis responsable performance énergétique et carbone chez Elexia. J'anime l'équipe de chefs de projet et d'ingénieurs en charge des accompagnements, donc de diagnostic, d'audit, de définition de plan d'action. On accompagne également nos clients sur la réalisation de ce plan d'action et enfin sur le volet exploitation. On complète l'ensemble de nos accompagnements par un volet un peu plus réglementaire avec par exemple des accompagnements décrets tertiaires et aussi des accompagnements tels que la comptabilisation carbone avec le bilan carbone pour toujours accompagner les entreprises à mieux identifier leur parc existant pour pouvoir mettre en place des plans d'action efficaces. Merci à toutes les trois d'être présentes aujourd'hui. Du coup, pour reposer un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui, on est donc sur 40 minutes de webinaire avec une session de questions-réponses à la fin par nos trois expertes de la société Elexia. Alors, déjà, peut-être pour tous et ceux qui ne connaissent pas la structure Elexia, c'est quoi? Donc, c'est une structure qui aujourd'hui est présente dans 7 pays, notamment la France, la Belgique, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, le Maroc, le Brésil. C'est plus de 200 Elexians, comme ils aiment s'appeler, donc c'est 240 collaborateurs et un peu plus aujourd'hui. Pour un peu plus de 350 projets gérés par an. Est-ce qu'il y a des chiffres que vous souhaitez peut-être remettre un peu en avant, les côtés Elexia, les filles? N'importe, peu importe. Écoutez, nous, on travaille, c'est vrai qu'on travaille à la fois sur la partie efficacité, donc on génère des économies chez nos clients qui représentent quand même aujourd'hui, avec toutes les économies générées, l'équivalent d'une consommation d'une ville de moyenne taille en France. Donc, on est assez fiers de ça. Et puis, par ailleurs, on est constructeur exploitant aussi de centrales solaires. Donc, on amorce aussi toute la transition. Et puis, c'est vrai que dans le sujet du bilan carbone, ça permet aussi de décarboner l'approvisionnement en énergie. Donc, on a un peu la fierté de dire aujourd'hui que plus on travaille finalement, nous, dans notre activité, et plus on crée des économies, donc c'est sympa. Voilà. Très bien. Merci pour cette présentation. Donc, côté webinaire, on a 3 temps principaux de présentation et d'expertise, un 4e temps de questions-réponses à la fin. Donc, je vous rappelle des discussions pour nous poser les questions au fur et à mesure. Ce sera plus simple que de toutes les recevoir d'un bloc à la fin et on viendra les sélectionner directement dans l'onglet discussion. Donc, la première partie sera dédiée au bilan carbone. Concrètement, qu'est-ce que c'est, à qui il s'adresse, sa définition, son scope, son périmètre et la différence qu'il a avec le bilan GES. On aura une deuxième partie qui sera sur la partie pratique du bilan carbone, qu'est-ce qu'on peut en attendre, comment le mener et quel accompagnement aussi potentiellement Elexia peut avoir avec vous pour vous aider dans ce bilan. Et la dernière partie sur, après le bilan carbone, comment l'intégrer, comment le coupler à un audit énergétique et comment aller plus loin avec un PPI. Donc ça, c'est des éléments de réponse qui vont être apportés
au fur et à mesure de la présentation. Donc, première partie, le bilan carbone, qu'est-ce que c'est? Cassandre, je vais te laisser la main, puisque mon expertise s'arrête là par rapport à toi. Merci Maxime. Donc sur cette première partie, la première chose à savoir, c'est que le bilan carbone est une appellation protégée. Donc c'est un outil qui a été développé par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. C'est un outil qui est géré aujourd'hui par l'association Bilan Carbone depuis 2011. Donc le bilan carbone, vous l'aurez compris, c'est une marque déposée. Mais aujourd'hui, cette appellation, elle a donné lieu à un petit peu une vulgarisation de l'expression bilan carbone. Donc concrètement, quand on parle d'un bilan carbone aujourd'hui, en fait, on réalise une démarche qui permet de comptabiliser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées à une organisation, une entreprise, une collectivité. Donc, il vise à calculer les émissions qui sont directes, par exemple les émissions d'une voiture lorsqu'elle roule, mais aussi les émissions qui sont indirectes, ce sont les émissions qui sont dites cachées. Par exemple, je reprends l'exemple de la voiture, les émissions liées à la construction des différents matériaux de cette voiture. Ensuite, concernant les objectifs, la deuxième slide du bilan carbone. Maxime, si tu peux accéder à la deuxième slide, s'il te plaît. Hop. L'objectif principal d'un bilan carbone, c'est de comptabiliser les activités carbonées pour faire un état des lieux en fait, de toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par l'organisation, que ce soit de façon directe ou indirecte. Ça permet également de mettre en évidence les grands postes d'émissions et donc de cibler plus efficacement les actions qui peuvent être mises en place à la suite d'un bilan carbone. Concernant l'unité de mesure qui est utilisée pour le bilan carbone, c'est la tonne en équivalent de CO2. Elle permet de comparer toutes les émissions de gaz à effet de serre sur toutes les typologies de bâtiments et elle permet également en fait, de créer un cadre de comparaison et de benchmark entre les entreprises, d'une part, mais également, par exemple, entre les différents services de plusieurs entreprises. Lorsqu'on parle d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un terme qui revient très souvent lorsqu'on parle de bilan carbone. On distingue en fait trois catégories, plus communément appelées trois scopes. Pour ça, je vais laisser Anne-Marie en parler. Je te laisse la parole. Oui. Alors, lorsque l'on parle de bilan carbone d'une entreprise, on pense en réalité à la somme des émissions de gaz à effet de serre produites par cette dernière. Dioxyde de carbone, protoxyde d'azote, ozone troposphérique, vapeur d'eau, méthane. Le point commun de ces composants gazeux, c'est qu'ils sont naturellement présents dans l'atmosphère, mais également que leur concentration augmente en raison des activités humaines. Donc aujourd'hui, face à la menace du dérèglement climatique, plusieurs solutions s'offrent aux entreprises, donc notamment le bilan carbone, et pour mesurer leur empreinte, notamment à travers ces trois scopes qui vous sont présentés à l'écran. Donc, je reviendrai plus en détail sur ce qui vient dans exactement chacun de ces trois scopes, mais le premier concerne essentiellement les émissions directes, donc vraiment liées notamment à la consommation de gaz, c'est l'un des flux les plus importants. Ensuite, il y a les émissions indirectes liées à la production de l'énergie qui est utilisée sur le site, mais aussi sa consommation, donc par exemple la production d'électricité ou l'alimentation d'un réseau de chaleur ou d'un réseau de froid. Et le troisième scope qui est là lié à l'ensemble des autres émissions de l'entreprise ou de l'activité ou de l'association, de l'organisme de manière générale. Et donc, ce sont bien toutes les autres émissions liées à la fabrication et liées au traitement des déchets, liées à l'ensemble des étapes du cycle de vie d'un produit ou d'une activité. Merci pour le côté contexte. Pour la partie contexte et réglementation, je vais préciser tout d'abord qu'il n'y a aucune obligation qui porte donc sur le bilan carbone à proprement dit, c'est-à-dire l'étude des trois scopes. Il y a cependant une petite nuance, ça a été mis en place par la loi Grenelle, et cette loi impose à certaines structures, notamment les entreprises qui ont plus de 500 salariés, de comptabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre, mais avec un périmètre donc plus restreint, uniquement sur les scopes 1 et 2. Donc, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les émissions indirectes. Donc, on parle dans ces cas-là de bilan GES réglementaire. Ce bilan est à faire tous les 4 ans. Auparavant, c'était tous les 3 ans, mais ça a été un petit peu adapté avec la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte en 2015. Donc, la périodicité aujourd'hui est de tous les 4 ans pour que les entreprises qui sont assujetties à ce bilan GES réglementaire et également, par exemple, assujetties à l'audit énergétique réglementaire puissent coordonner ces deux projets.
Une autre mesure, il y a pas mal de dates, pas mal de lois, mais je vais en citer que quelques-unes. Une autre mesure qu'on peut mentionner, c'est la loi énergie-climat de 2019. Cette loi, elle vise la neutralité carbone à horizon 2050. C'est la France donc qui s'est fixé un objectif, c'est-à-dire être moins dépendante des énergies fossiles. Le but, c'est de diminuer leur consommation de 40% d'ici 2032 par rapport à 2012. Donc, en parallèle de tout ça, il y a un vrai coup d'accélérateur qui a été donné au développement des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, qui sont des projets, comme l'a dit Marine tout à l'heure, sur lesquels Helexia travaille également. Ensuite, sur la partie, donc, on a parlé du bilan carbone, on a parlé également du bilan GES. Ce sont deux choses qui sont différentes. Maxime, est-ce que tu peux passer la slide? Merci beaucoup. La slide suivante. On ne peut pas vraiment parler d'avantages ou d'inconvénients pour l'un ou pour l'autre, puisque ce sont deux démarches qui sont totalement différentes. Vous l'aurez compris, le bilan carbone, c'est une étude des 3 scopes. Donc, on fait une étude de l'ensemble des flux et des émissions de CO2 de l'entreprise. Et c'est une démarche qui est volontaire. Par exemple, si une entreprise souhaite faire un état des lieux, calculer son empreinte carbone pour pouvoir, à la suite de ça, mettre en place des choses, elle va réaliser un bilan carbone complet. Le bilan GES, lui, est obligatoire et n'englobe uniquement les scopes 1 et 2. Par contre, une entreprise qui est assujettie au bilan GES obligatoire peut, par exemple, décider de travailler également sur le scope 3 du bilan carbone, puisque c'est un des scopes qui est le plus intéressant à regarder. Donc, c'est deux méthodes différentes en fonction du statut d'entreprise, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a plus de 500 salariés ou non, sur soit le bilan GES, soit le bilan carbone. Ok, merci, c'est très clair. Je vais vous lancer justement pour tous un petit sondage rapide que vous allez voir apparaître là. Voilà, logiquement, on va vous laisser quelques minutes pour y répondre. C'est: souhaiteriez-vous réaliser votre bilan carbone avant d'attaquer la partie 2, le bilan carbone en pratique? N'hésitez pas aussi, chacun, dans le flux de discussion, si vous avez déjà des questions sur le bilan carbone, sa réglementation, sa définition, la différence à approfondir avec le GES ou pas, à nous poser les questions dans le flux de discussion. On va les relever là avant d'attaquer la partie 2 et y répondre dans le dernier temps du webinaire. Donc, je vois que ça répond très bien. Je vais laisser ouvert. On a quasiment tous les répondants et participants. Donc, on va passer à la partie 2. Merci à tous pour vos réponses. Le temps juste de mettre fin au sondage. Voilà. Donc, pour info, vous êtes 58% à répondre oui, justement, sur ce souhait de le réaliser. Donc, maintenant, pour le réaliser en pratique, si on en parle un peu plus du bilan carbone, je vais passer la main à Anne-Marie sur le pourquoi le faire. Oui, merci Maxime. Donc, on en a un tout petit peu parlé avant. Pourquoi faire un bilan carbone? Eh bien, pour comptabiliser ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, forcément, c'est dans un premier temps une clé de compréhension, de faire un état des lieux de l'ensemble de ces flux d'émissions afin de mieux les maîtriser et de pouvoir mettre en place des plans d'action efficaces pour réduire significativement son impact environnemental. C'est le point de départ d'une stratégie énergétique et environnementale globale, cohérente, temporisée et surtout déployée de manière raisonnable dans les années à venir. Pouvons-nous expliciter le scope 1 et 2 en l'illustrant? Je vois votre question, je le fais juste après, c'est la slide d'après, enfin dans 2 slides peut-être. Donc, le bilan carbone, pour revenir là où j'en étais, c'est bien le point de départ d'une stratégie globale. Il débouche sur un plan d'action, dans un premier temps qui se veut assez large, qui précise dans un premier temps les axes d'amélioration et avec l'accompagnement Helexia qu'on se charge de travailler et d'approfondir, de chiffrer, de dimensionner afin que vous puissiez avoir l'ensemble des éléments pour aller défendre des budgets et débloquer justement des actions de réduction de l'impact et des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. C'est surtout faire un bilan de carbone, c'est un des leviers pour répondre à l'urgence climatique. Il n'est jamais trop tard pour en faire un et pour commencer à agir.
Et ça permet également de valoriser votre image et votre engagement RSE, mais pas seulement, ça permet aussi de travailler en toute transparence auprès de ses collègues, de ses collaborateurs et également auprès de l'ensemble de ses clients, fournisseurs, prestataires, afin que chacun soit sensibilisé et formé à l'impact environnemental d'une activité afin de pouvoir agir en conséquence. Parfait, merci. Du coup, comment le mener pour aller plus loin? Je pense que ça va commencer à répondre à la question posée. Oui. Alors, la première étape, on ne l'a pas notée, mais je dirais presque l'étape 0, c'est bien de se sensibiliser et de se former. Un bilan carbone ne se fait pas avec un responsable QHSE tout seul dans son coin, ça se fait bien avec l'apport de l'ensemble de ses collègues, peut-être pas l'ensemble, mais en tout cas des représentants bien choisis, aussi bien au niveau, par exemple, de la direction, du top management, que l'ensemble des équipes. Chacun doit monter dans le train de la transition énergétique et environnementale. Donc, on commence bien par une phase de sensibilisation qui se fait en général avec Elexia à l'étape du kick-off, où là, on commence à bien apprendre à se connaître, les objectifs de l'entreprise, la nomination des pilotes et la formation de chacun. Ensuite, on définit le champ d'étude. C'est celui qui permet d'identifier les différents flux de l'organisation ainsi que les personnes référentes de l'étude. On cartographie de manière préliminaire l'ensemble des flux d'émissions qui sont pressentis et ça permet également de guider la collecte des données lors de l'étape 3. Donc, la collecte des données, c'est l'étape au cours de laquelle l'organisation va faire intervenir des personnes internes à l'entité, mais aussi des prestataires ou des fournisseurs externes qui sont détenteurs des données nécessaires à l'analyse. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une activité industrielle, c'est là que vous allez questionner vos fournisseurs afin de s'assurer, en tout cas pour dans un premier temps, récolter la donnée, ils vont se charger de vous transférer les données liées au transport de matière sur votre site ou liées à la fabrication du matériel qui vous est envoyé. On exploite ensuite ces données pour émettre un plan d'action et KPI. Donc, le traitement des données, il consiste à calculer les émissions de gaz à effet de serre pour les différents postes qui sont étudiés. Il y a des simulations économiques qui sont également effectuées afin de montrer à l'organisation, l'entreprise, l'organisme, etc., les conséquences d'une augmentation du prix, par exemple du baril de pétrole ou de la taxe carbone. Voilà, une incidence que pourrait avoir le prix de l'inaction pour l'entreprise. On passe ensuite à l'étape 4, donc le plan d'action et les indicateurs de performance. Là, c'est vraiment pour vous pousser un petit peu plus loin. Le bilan carbone, ça reste une étude, ça reste un bilan, ça reste une photo à l'instant T. L'objectif, c'est également d'en faire un plan d'action. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, ça reste des axes d'amélioration. Elexia a à cœur de vous accompagner pour mettre en place des indicateurs qui vont vous permettre de piloter votre performance énergétique et carbone tout au long de la vie de l'activité et de l'entreprise. On passe à l'étape 5 qui est la synthèse et la restitution. Donc, c'est le moment où Elexia vous fait une pré-restitution pour travailler en co-élaboration pour pouvoir fournir un rendu qui sera le plus cohérent avec votre activité. Et ensuite, on fait une restitution finale auprès de l'ensemble des pilotes énergie carbone de votre entreprise. L'étape 6, c'est la programmatique. On sort un petit peu du périmètre pur du bilan carbone, mais c'est vraiment l'étape où on commence à phaser l'ensemble de la mise en place du passage à l'action et rentrer vraiment dans le vif du sujet qui est réduire les émissions de CO2, les émissions de gaz à effet de serre d'une activité. Ok. Donc, résumé, facteur de réussite. Les facteurs de réussite, c'est ce qu'on vous a mis en bas à droite, c'est bien l'implication de l'ensemble des parties prenantes et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut que tout le monde monte dans le train. La sensibilisation des équipes au sens large, informer, communiquer qu'il y a une démarche qui est en cours et communiquer sur les résultats. La disponibilité des données, forcément, puisqu'on est sur une étude, donc sans données, pas d'étude. Un objectif clair, c'est-à-dire que faire un bilan carbone pour se dire on verra ce qu'il en ressort et on avisera, ça ne fonctionne pas toujours. Souvent, ça finit en un rapport qui finit dans un tiroir et qu'on ressort dans 4 ans. Là, si l'objectif il est clair, c'est par exemple, je ne sais pas, d'être carbone neutre d'ici 2050, vous savez que vous devez commencer par un bilan carbone. Si l'objectif, c'est de réduire significativement votre facture énergétique, vous pouvez commencer par un bilan carbone ou par un audit énergétique. Voilà. Là, l'idée, c'est vraiment de définir avant de commencer la démarche où vous voulez en arriver à peu près. Et enfin, finir sur un plan d'action concret, réalisable et hiérarchisé dans les années et dans le pilotage.
Merci pour tout ça. Et donc, du coup, comment le mener, ce bilan carbone? Alors, je reviens sur le périmètre, les scopes et la définition de ces scopes. Donc, qu'est-ce qu'on compte dans les émissions directes de gaz à effet de serre? On compte les sources fixes de combustion, par exemple une chaudière, les émissions directes des sources mobiles à moteur thermique, donc ce sont concrètement des véhicules, les émissions directes fugitives, donc là ça va être par exemple des pertes frigorigènes, de fluides frigorigènes, et les émissions issues de la biomasse, sol et forêt, par exemple, si vous êtes détenteur d'une partie forestière. Voilà pour le scope 1. Le scope 2, nous sommes sur les émissions indirectes de gaz à effet de serre. Et donc, nous avons les émissions indirectes liées à la consommation et donc à la production de l'électricité et les émissions indirectes liées à la consommation et la production de vapeur, de chaleur et de froid. Ces deux premiers scopes correspondent au périmètre d'étude pour un bilan d'émissions de gaz à effet de serre obligatoire selon les critères qui ont été émis par Cassandre tout à l'heure. Quand on veut faire un bilan carbone, on est dans une démarche beaucoup plus complète selon la méthodologie officielle assurée par l'association Bilan Carbone. Et donc, on intègre le scope 3 qui concrètement prend tout ce qui a un impact sur la comptabilité carbone d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut retirer un usage que s'il n'a aucun impact sur les émissions CO2 d'une entreprise, les émissions gaz GES d'une entreprise, c'est-à-dire très peu d'impact qu'on peut retirer en fait du scope 3. Et concrètement, c'est un petit peu tout le reste. Ça va de la fourniture de matériel, la fourniture de matières premières, le traitement de celles-ci, le transport de personnes, le transport de matériel entrant, sortant, le traitement des déchets et la fin de vie des produits. Si on est par exemple sur une activité de service, c'est le transport des personnes de manière générale, la bureautique, tout ce qui va être consommable au niveau de l'entreprise. Donc là, comment on procède? On identifie donc la quantité, les équivalences CO2 et ensuite on fait tous les calculs et les analyses qui en découlent pour pouvoir fournir une comptabilité carbone qui soit complète. Ok, merci. C'est très clair. Côté Helexia, cette fois-ci, comment vous accompagnez? Alors, j'ai un tout petit peu débordé du scope unique bilan carbone jusque maintenant. Je vais arrêter d'utiliser le mot scope parce que ça pourrait vous induire en erreur, mais je suis partie un tout petit peu plus loin que la méthodologie bilan carbone pure, puisque je vous ai parlé de programmatique tout à l'heure. C'est vrai qu'Helexia, c'est un centre de services énergétiques et on a à cœur d'accompagner nos clients et l'ensemble des entreprises et des organismes que nous accompagnons sur des trajectoires qui sont complètes, qui se veulent sur un accompagnement complet 360, qui part du diagnostic jusqu'à la mise en œuvre, jusqu'au retour d'expérience. Et ensuite, c'est une amélioration continue sans fin, puisqu'il y a toujours à faire d'un point de vue efficacité énergétique et d'un point de vue production d'énergie renouvelable. Donc, le bilan carbone s'inscrit dans les prémices d'une démarche, mais peut très bien être renouvelé après un premier bilan carbone pour savoir où on en est et pour faire un point d'étape. Merci. Ce qui clôture cette partie 2. On va aller tout de suite sur la partie 3 du bilan carbone et après, avec Marine qui reprend la main, l'intégration du bilan carbone dans sa stratégie d'entreprise. Oui, alors vous l'avez vu déjà à travers Anne-Marie, à travers le bilan carbone, on entame vraiment toute une stratégie, on va dire, environnementale au sein de l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont déjà très bien engagé leur démarche environnementale et d'autres un petit peu moins. Il n'y a pas vraiment de bon moment, on va dire, pour de toute façon engager le bilan carbone. Ça peut être fait complètement en amont de la démarche pour vraiment porter un état des lieux global sur l'activité de l'entreprise, mais c'est aussi une démarche qui peut complètement s'intégrer dans une stratégie enfin en tout cas une entreprise qui a déjà bien avancé sur le sujet. Le but, ça va être vraiment de clarifier au départ tout l'engagement qu'on veut donner autour de cette démarche. Et comme le disait Anne-Marie, que les comités de direction, que ce soit des discussions qui soient vraiment portées hautes dans les sujets de l'entreprise pour qu'après, cette démarche soit fédérée et puisse se diffuser dans toutes les équipes opérationnelles derrière. C'est vraiment quelque chose d'important.
L'avantage aussi de partir avec un bilan carbone, c'est qu'on va directement aller toucher tous les services de l'entreprise. On va cibler vraiment tous les services, toutes les activités, la fonction achat, la fonction logistique, etc. Donc, on va tout de suite porter les discussions à l'échelle de toute l'entreprise et désiloter finalement le problème ou en tout cas l'engagement autour, par exemple, d'un service développement durable. Aujourd'hui, le service développement durable d'une entreprise ou le service RSE, c'est un service qui doit complètement s'intégrer dans l'entreprise. Et pour ça, le bilan carbone, ça a une vraie force. Ça permet de discuter avec tout le monde et de porter un état et un plan d'action sur vraiment tous les services de l'entreprise et à tous les niveaux. Voilà pour ça. Donc, pourquoi le faire et qu'est-ce qu'on va y gagner concrètement? Déjà, en faisant cet état de l'art, on va dire, de comptabilité carbone, ça va permettre de vraiment faire un scan sur toute l'entreprise et de déceler tous les risques et opportunités, dont les aspects réglementaires qui pourraient éventuellement être identifiés et toutes les problématiques de dérive par rapport aux lois environnementales. Ça permet aussi en général à un prestataire expert de rentrer chez vous et de vous porter des conseils assez forts sur la façon de se conformer aux lois. Il y a d'autres lois qui rôdent autour de ça. Je pense que le décret tertiaire et autres sont vraiment des choses qui engagent aussi l'entreprise dans ses démarches environnementales. Et à travers cette mise en place, on va pouvoir traiter tous les problèmes de réglementation environnementale. Alors, ça construit vraiment aussi une nouvelle culture de l'entreprise tournée autour de la problématique du développement durable. Donc, c'est vraiment une conduite du changement qui est intéressante et qui permet à la fois d'apporter des résultats très concrets et très opérationnels avec une approche qui est très terrain. Donc, ça va permettre de vraiment transformer l'entreprise, on va dire, du haut vers le bas. Et par ailleurs, avec des présentations de résultats et des sensibilisations plutôt à l'échelle d'un comité de direction ou des élus d'une collectivité, de aussi faire une démarche du haut vers le bas, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Et on arrive à fédérer tout le monde autour de ça et de vraiment sensibiliser. Ça peut être l'occasion pour vous, notamment dans des ateliers de sensibilisation et de communication, de mettre en place des démarches comme une fresque du climat, par exemple, qui sont des ateliers intéressants à faire. Pour d'autres, ça peut être des choses un peu plus terre à terre, sans être forcément dans une démarche alarmiste autour du changement climatique. Ça peut être des choses très pragmatiques et très appliquées à l'entreprise. On suit par exemple actuellement des clients qui ont surtout des enjeux au niveau de leur fret, donc de tout leur transport routier. Nous, on applique vraiment toute la sensibilisation autour de ça et on démontre à quel point c'est intéressant aujourd'hui de s'approvisionner en France plutôt que de s'approvisionner dans d'autres pays. Voilà, on met en place vraiment la démarche dans le cadre de l'entreprise. Alors, le gain en compétitivité, il est très important aussi et il est très fort aujourd'hui. Présenter un bilan carbone au sein des appels d'offres, quand on répond à des appels d'offres, quand on veut aussi montrer notre démarche et notre engagement, c'est vraiment quelque chose qui est très clair, très objectif et qui permet de vraiment démontrer l'engagement de l'entreprise. Et aujourd'hui, il y a des critères de qualification autour des appels d'offres, autour des fournisseurs qui demandent réellement à avoir un bilan carbone ou en tout cas de présenter la comptabilité carbone de l'entreprise. Est-ce qu'on peut… et voilà, donc c'est vraiment important. Et puis évidemment, l'autre avantage, et c'est encore plus fort quand c'est couplé avec un audit énergétique, ça permet concrètement de baisser les émissions de carbone, de baisser les consommations énergétiques si on s'engage aussi vraiment dans une démarche d'audit et donc de diminuer les factures. Et on sait à quel point ça, aujourd'hui, c'est un enjeu. La dépense énergétique, elle est très forte et elle ne va pas en s'améliorant. Donc,
il y a un facteur économique qui est très, très fort et on peut vraiment entrer dans une compétitivité d'entreprise lorsqu'on arrive, par exemple, à diviser par deux ses émissions carbone ou ses consommations énergétiques par nombre d'occupants, par tonnes produites dans une usine. C'est vraiment très important pour la compétitivité et la rentabilité économique de l'entreprise. Parfait. Du coup, des impacts et des bénéfices pour les sociétés sur différents niveaux financiers, image de marque, cohésion d'équipe et s'orienter, se tourner vers l'avenir. Très intéressant à intégrer dans la stratégie d'entreprise. Et donc, du coup, comment on s'y engage derrière concrètement, quel chantier mettre en place? Voilà, bah alors on peut, et puis là, c'est l'objet de cette slide, on a le bilan carbone qui est donc une démarche importante pour cibler vraiment toutes les activités et toutes les activités carbonées de l'entreprise. On peut aussi, par ailleurs, en plus, se focaliser particulièrement sur la partie bâtimentaire et développer un plan d'action vraiment particulier sur l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc, dans ce cas, c'est hyper intéressant pour compléter l'état des lieux de poursuivre ou d'engager en même temps l'audit énergétique. Et on le fait chez beaucoup de clients. Ça permet finalement d'avoir à la fin une liste de courses vraiment complète, énergie et carbone, chez nos clients. Alors, les actions, elles vont être de tout type. On peut avoir des actions vraiment de sensibilisation ou des actions avec très peu d'investissement, mais qui vont générer des gros gains énergétiques ou des gros gains carbone. On va avoir aussi des actions plutôt de reprogrammation, de régulation sur des systèmes CVC ou des actions beaucoup plus engageantes en investissement, des remplacements par exemple de chaudières, des isolations d'enveloppes. En tout cas, on va avoir vraiment un ensemble d'actions vraiment détaillées grâce à l'audit énergétique et par ailleurs tout un plan d'action aussi lié aux éléments du bilan carbone qui vont plutôt se tourner par exemple vers le fret, sur la génération des déchets, sur les déplacements domicile-travail dans l'entreprise. Donc voilà, en couplant ces deux démarches, on a vraiment tout un état des lieux déjà d'une base et toute une feuille de route qu'on ne pourra peut-être pas engager de manière totalement globale, mais on pourra en tout cas se questionner sur la priorisation qu'on veut donner à ce plan d'action-là. Donc pour résumer, vraiment, le bilan carbone, c'est une démarche plus macro où on va vraiment comptabiliser toutes les activités carbonées avec un plan d'action global. Et après, on focus avec l'audit énergétique sur des aspects beaucoup plus bâtimentaires et on va vraiment, dans le sujet du bâtiment, regarder tout ce qu'on peut faire et tous les travaux et les supervisions qu'on peut mettre en place à l'échelle des bâtiments. Et pour aller plus loin, hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a vraiment un état des lieux qui est porté. Et je pense que toute entreprise qui aujourd'hui s'engage doit connaître avant tout sa situation énergie et carbone. Il doit connaître ses indicateurs et se dire, OK, maintenant on a ça. On a toute une liste de courses avec des coûts, avec des gains que ça peut nous générer, des potentiels que ça peut nous générer chez nous. Qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Et donc là, cette démarche-là, elle est mise en place avec le bilan carbone et on peut poursuivre donc par la mise en place du plan pluriannuel d'investissement. Toute entreprise aujourd'hui qui fait des budgets tient un plan pluriannuel d'investissement. L'avantage là, c'est qu'on va aller vraiment nous échelonner dans le temps et prioriser toutes les actions qui ont été décelées au cours d'un bilan carbone et au cours d'un audit énergétique. Et on va essayer de les prioriser par différents facteurs qui peuvent être vraiment des facteurs liés à l'évolution qu'on veut donner à la stratégie de l'entreprise, aussi des facteurs qui sont beaucoup plus objectifs sur le potentiel d'économie d'énergie, etc. Et après avoir fait cette priorisation, avoir fait des scénarios aussi pour voir à quel impact ça a en termes
de gains en consommation énergétique et en gains en émissions de gaz à effet de serre. On va échelonner ça dans le temps et ça va permettre vraiment de monter un plan d'investissement qui va séréniser l'entreprise dans les investissements à apporter à long terme. C'est-à-dire qu'on va être capable, suite à tous ces bilans-là, de produire finalement toute la feuille de route d'investissement de l'entreprise et leur dire, si demain on met en place ça dans les 10 prochaines années, on arrivera à une neutralité carbone, on arrivera à au moins 40% en 2030 comme on le souhaite. Ça permet vraiment de séréniser tout le travail budgétaire finalement et de vraiment pouvoir faire un suivi au niveau d'un comité de direction. Et pourquoi pas créer dans l'entreprise aussi un comité énergie, par exemple, qui suivrait plus spécifiquement ces indicateurs environnementaux et dédier un véritable suivi à cet engagement-là, qui pourrait être porté par une direction RSE, par exemple, autour de ces questions. Donc voilà, c'est vraiment des outils qui sont très, très intéressants pour se connaître et puis pour agir derrière. Parce que la prochaine étape à ça, et on le voit dans la slide d'après, ça va être d'engager les travaux. Ça va être réellement de lancer les travaux et le suivi. Et puis là, c'est pareil, il va falloir commencer à monter des cahiers des charges, éventuellement regarder tout ce qu'on peut faire au niveau du reporting des données, parce que le bilan carbone, c'est aussi l'occasion de voir toute la lacune de données qu'on peut avoir pour finalement, dans un deuxième exercice, faire quelque chose d'un peu plus consolidé. Donc, vraiment, dans un premier temps, la chose importante à faire, et on le voyait à travers Anne-Marie, à travers les explications d'Anne-Marie sur tout ce que ça demande en données d'entrée, il faut faire un état de l'ensemble des données disponibles dans l'entreprise. Ça permet aussi, dans le cadre de l'engagement d'un bilan carbone, de bien dimensionner l'offre et puis que finalement, si vous avez beaucoup de données disponibles, votre offre sur le bilan carbone sera meilleure parce que vous pourrez assurer au prestataire qui vous fera cette prestation que vous avez un ensemble de données et que vous facilitez l'accès à cette donnée-là. Ça, c'est le premier temps. Après, vous lancez vraiment votre état des lieux, énergie carbone, avec tout ce qu'on vient de vous expliquer. Donc, soit vous le faites en interne, soit vous le faites faire. Le faire faire donc, permet de vraiment porter un regard objectif et de vous aider à cet engagement-là auprès de direction, d'avoir un acteur tiers dans le lot, c'est quand même intéressant. On identifie, on fait toute la liste de courses des actions possibles pour la réduction des émissions à effet de serre, des activités et des consommations énergétiques. On le priorise de façon objective avec des bons indicateurs de décision. Et après, on peut poursuivre avec le plan d'investissement, vraiment faire une programmatique de tous les projets qu'on veut lancer et de lancer les travaux. Et quand on lance les travaux, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui se lèvent. Il y a des subventions aujourd'hui autour de nombreux travaux de décarbonation d'une entreprise. On peut mettre en place des contrats de performance énergétique aussi pour éviter d'avoir à financer et de faire porter un financement par une autre entreprise et finalement que les deux parties se rémunèrent grâce aux gains d'énergie et carbone qui auront été faits dans le cadre des travaux. Voilà, c'est toute une démarche et le bilan carbone a vraiment cet avantage d'être un outil simple, mais qui permet d'engager vraiment tout ça. Très bien, écoute, merci Marine, c'est plutôt clair. Je vois qu'il y a quelques questions qui commencent à arriver et qui sont arrivées tout au long. J'espère que ça a été clair pour vous. On va vous y répondre dans quelques secondes. Juste avant ça, j'ai une petite question supplémentaire de sondage suite à l'ensemble des points qui ont été vus. C'est de savoir si demain vous souhaiteriez, pourquoi pas, être accompagné par Helexia sur ces démarches-là au niveau expertise globale. Donc, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. N'hésitez pas à nous poser les questions
que vous auriez. Là, j'en ai 6 notamment qui sont arrivés. Je vois qu'on a quasiment tout le monde en réponse. Oui, je vais laisser encore quelques participants y répondre. Il nous manque des réponses et on va attaquer le jeu de questions et réponses, notamment avec, je vais peut-être le laisser tourner pendant qu'on commence à voir. On a Eric qui a posé plusieurs questions d'ailleurs. Merci Eric. On avait une première question pour nos experts. Quelle est la réglementation relative à la prise en compte des COG-ENR dans le bilan carbone location-based? Oui, alors là, il me semble qu'on parle de cogénération. La cogénération est bien comptabilisée dans le bilan carbone en tant qu'émission évitée. Attention à ne pas confondre avec la compensation. Et donc, c'est pris en compte, notamment par rapport aux facteurs d'émissions évitées dans le bilan carbone. Très bien. On a Yves qui nous dit qu'on a évoqué les obligations pour les entreprises. Est-ce que ce sont les mêmes pour les collectivités et quelles sont-elles? Alors, ce ne sont pas les mêmes. La loi Grenelle 2 a bien rendu obligatoire l'établissement de ces bilans pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés et les établissements publics de plus de 250 personnes. En ce qui concerne les collectivités territoriales, c'est un nombre d'habitants qui fait foi et donc c'est plus de 50 000 habitants. Okay. Il y a certains établissements aussi qui regroupent plus de 250 agents aussi qui sont… donc là, on parle vraiment de gros établissements publics qui sont assujettis à ce BGES, vraiment. Mais ça, c'est des cas vraiment particuliers. Très bien. Alors, je vois qu'on a des questions du coup et des rebonds qui arrivent aux questions. Le bilan carbone peut-il être utilisé dans le cadre de l'ISO 14001? Alors oui, il peut être utilisé. C'est une démarche très intéressante pour compléter votre système de management environnemental. Il ne fait pas tout, mais le plan d'action qui suit le bilan carbone peut alimenter et peut avoir des objectifs compatibles avec la norme ISO 14001. Alors, pour rebondir sur la remarque d'Éric juste avant, pour lui, le COG, c'est le certificat d'origine garantie. Oui, alors là, on doit parler justement de fourniture énergétique et donc des contrats qu'on peut mettre en œuvre avec certaines entreprises qui peuvent proposer des contrats dits verts. C'est pris en compte dans la comptabilité carbone selon le contrat pour lequel vous avez opté. Donc, c'est-à-dire si c'est un contrat de compensation, ce n'est pas pris en compte. Si c'est un contrat de garantie d'origine, comme vous le suggérez, donc COG, c'est pris en compte dans la comptabilité carbone. Ok, dans le flux de discussion et pas dans le flux de questions-réponses, je jongle un peu. J'ai Emeline qui nous demande avec quels moyens vous faites le suivi de la mise en place du plan d'amélioration carbone d'une entreprise et si vous avez un outil, un logiciel en particulier à conseiller. Alors, côté Elexia, nous avons nos outils en interne qu'on propose à l'ensemble des entreprises que nous accompagnons pour établir des tableaux de bord et des plans d'action qu'on peut ensuite suivre de manière dynamique selon la mise en place de ces actions, avec tous les outils de planification qui en découlent. En termes de logiciels à conseiller, nous utilisons la méthodologie officielle bilan carbone et donc les outils qui sont mis à disposition pour la comptabilité. Mais pour le suivi, ce sont bien des outils maison que nous utilisons. D'accord. Des outils qui, à la fois, permettent de faire un tableau de bord sur tous les indicateurs de performance de l'entreprise, donc performance carbone et énergétique. On a vraiment des outils qui nous permettent de faire ça et de finalement une fréquence qui est définie de donner ces indicateurs-là à l'entreprise ou parfois aussi, ça dépend, une entreprise veut garder la main sur ce suivi-là et donc on peut aussi fournir des outils qui permettent de faire ce suivi-là. Donc ça, c'est vraiment une partie, on va dire, suivi des indicateurs. Et après, il y a le suivi du plan d'action aussi. On a développé toute une feuille de route. On le sait, les projets peuvent bouger, les budgets peuvent bouger. Donc là, nous, c'est pareil, on a des outils puisqu'on est aussi en gestion de projet et parfois, nous, on est vraiment en gestion de tout le scénario
d'une entreprise. Donc, on est capable de dire cette action-là, elle est repoussée, celle-ci, on va l'avancer, celle-ci, il y a une subvention à aller chercher, donc on va plutôt décaler pour aller chercher la subvention. Et ça permet de faire le suivi et de voir aussi les projections des émissions de gaz à effet de serre, des consommations énergétiques que ça a en impact sur les outils. Donc voilà, il y a deux outils. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas tout de suite changer les outils de suivi qui sont en place dans les entreprises. Quand il y a des outils déjà de gestion de projet, des outils qui sont en place d'énergie management ou autre, notre travail de conseil aussi, c'est d'aller vers cette intégration au sein des outils existants dans l'entreprise. Merci. J'ai Aurélie qui nous demande si vous réalisez l'accompagnement à la mise en place de la norme ISO 50001 au sein de data center. Oui, tout à fait. On accompagne de nombreuses entreprises sur la norme ISO 50001 de tout type d'activité, de l'activité tertiaire jusqu'à l'activité industrielle. C'est très varié. Et Ingrid qui nous demande comment on communique son bilan publiquement. C'est à vous de faire le choix. Donc, quand vous êtes soumis au bilan d'émissions de gaz à effet de serre, vous devez le déclarer sur la plateforme liée à l'obligation. En revanche, sinon, il n'y a pas de règle. Vous pouvez le faire sur votre site Internet, vous pouvez le faire uniquement en interne, vous pouvez le faire à travers vos réseaux sociaux. C'est vraiment à vous de le définir selon votre stratégie de communication. Ça peut être également utilisé pour faire preuve de plus de transparence par rapport à votre activité et ça peut vraiment être un item dédié sur vos réseaux sociaux et sur votre page Internet. Très bien. Je vois qu'Anne-Marie, tu es en train de répondre à Antoine, a priori, en direct. Sinon, je peux répondre à l'oral comme ça peut être. Peut-être plus simple. Donc, tu avais déjà la question, je la recite. C'est, vous avez placé les déplacements professionnels dans le scope 3. Pourtant, les sources véhicules rentrent dans le scope 1. Pouvez-vous l'expliquer ? Alors, dans le scope 1, on va comptabiliser tout ce qui va être acheté dans le cadre de l'activité de l'entreprise liée aux véhicules détenus par l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise a 3 véhicules de service, eh bien, tout le diesel ou l'essence qui va être acheté pour faire fonctionner ces véhicules de service va être comptabilisé dans le scope 1. Dans le scope 3, on va compter tout ce qui est transport de marchandises, amont et distribution, mais également les déplacements professionnels, donc les déplacements des employés dans le cadre de leur travail, mais hors véhicule de service, les transports des visiteurs et des clients, donc les trajets des clients pour se rendre par exemple à un magasin ou les transports des visiteurs pour se rendre par exemple à un rendez-vous professionnel sur votre site. Le transport de marchandises, aval et distribution également. Donc le scope 1, c'est vraiment les véhicules détenus par l'entreprise et le scope 3, c'est tout le reste. D'accord, ok. Je ne sais pas si tu as vu en même temps la question de Aïssatou qui touche aussi un peu au transport. Alors, elle est particulière. Vous pensez que dans le transport de marchandises, on rentre dans des questions très précises et pointueuses, c'est l'objectif. Le fait de transporter une tonne de tuyaux, par exemple, sur 10 km et une tonne de pièces détachées sur la même distance, c'est le même mode de transport, vont émettre la même quantité de CO2. Alors, je ne sais pas si la question est claire pour vous ou pas, elle est moyennement de mon côté. Ça fait très problème mathématique. Sur la théorie, c'est vrai que ça se fait au tonnage sur une distance avec un mode de transport. Donc, pour un même tonnage, on aurait une même quantité de CO2. Là où vous aurez une différence, ce sera finalement sur l'émission de gaz à effet de serre plutôt de votre matériel, donc on va dire de l'énergie qui a été utilisée pour générer cette tonne de tuyaux ou ces pièces détachées. Donc finalement, ce n'est pas sur le transport que vous auriez une émission différenciée, ce serait plutôt sur l'intrant, donc sur l'émission carbone du matériel en tant que tel, qui est comptabilisé dans ce qu'on appelle les intrants. Très bien. Je vais revenir sur une question un peu plus haute que Eric avait posée. Il en avait posé plusieurs et j'essaye de ne pas en oublier. Reposez-les si vous en avez, puisqu'après, on arrive sur la fin des jeux de questions-réponses. Donc, allez-y si vous en avez encore. Eric demandait donc sur cette histoire de COG ENR, quelle méthodologie utiliser de préférence? Est-ce qu'on est plutôt sur du market-based ou du location-based? La logique voudrait que ce soit le location-based, puisque forcément, moins de distance et plus de mutualisation territoriale.
Très bien. Merci. On est, je pense, avoir fait le tour. Il restait une question, Maxime, c'était la question de Julien concernant l'énergie non incluse dans les émissions directes et indirectes sur le scope 3. C'est très, très spécifique puisque c'est vrai que sur le scope 1, on compte tout ce qui va être, par exemple, le gaz. Le scope 2, si je simplifie, ça va être tout ce qui va être électricité. La question, c'est qu'est-ce qui reste? Eh bien, typiquement, dans le scope 3, on va prendre les émissions liées, par exemple, à l'extraction, au raffinage des hydrocarbures, à l'extraction d'uranium, etc. pour les centrales nucléaires. Et donc, c'est bien les émissions liées à l'énergie. Ce n'est pas les émissions liées à l'énergie en tant que telle, mais bien à la production de cette énergie. Et donc, ça va être tout ce qui est extraction, transformation et transport nécessaire à la production. Parfait. Merci. Merci à toutes les trois. Je sais, il nous reste encore quelques minutes potentiellement, si vous le souhaitez, pour avoir des jeux de questions-réponses. J'en ai pas vu arriver depuis quelques minutes, donc c'est que le webinaire était clair et a répondu à vos attentes. Le replay sera disponible d'ici très peu de temps. Le lien d'un livre blanc qui retrace l'ensemble de ces parties pour vous poser calmement en lecture, le transférer à vos collègues sera aussi téléchargeable. N'hésitez pas à aller sur le site d'Elexia.green et sur cette partie LinkedIn, puisque l'entreprise réalise de très nombreux articles, livres blancs, webinaires sur ces sujets pour continuer de vous former, de vous informer au quotidien sur leur métier et leur niveau d'expertise. Il me reste à vous remercier, Cassandre, Marine et Anne-Marie, remercier tous les participants et vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.